Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission. On s'y retrouve ici à Mulhouse, chez vous à la maison. Je ne sais pas si vous nous regardez le soir, le matin, l'après-midi, la nuit si vous faites une insomnie. En tout cas, on est heureux d'accompagner vos moments de vie. Peut-être que certains nous... Ça vous fait quoi de penser que certains vous regardent juste par ennui? On est un peu leur distraction. Alors ça, c'est flatteur, hein? Ouais. Alors, mais tant mieux, ça veut dire qu'on est vivant. Ah oui, j'espère qu'on vous ennuiera moins, que vous allez en sortir un peu grandi, parce que l'idée, c'est d'aborder plein de sujets, mais de construire, de grandir, de progresser dans sa foi chrétienne, dans sa relation avec les autres, dans des différents sujets. Et ce soir, on va parler de sujets un petit peu plus, je dirais, personnels ou intérieurs. Et on va commencer, on aura la joie d'avoir Sophie Guillaume, qui a déjà intervenu sur l'émission. Sur les abus, les dérives sectaires. Une excellente émission dans la saison 1, si je ne me trompe pas. Je vous encourage à la regarder. Et là, on va la voir avec nous sur les autodiagnostics. Vous allez voir un petit peu, on va parler de pervers narcissique, on va parler de haut potentiel intellectuel, on va parler d'autisme, on va parler de plein de choses. Je vous encourage tous et toutes à rester très attentifs parce que peut-être que ça ne vous concerne pas, mais vous connaissez des gens qui se sont autodiagnostiqués d'une certaine manière. Bientôt, ça va concerner tout le monde à une personne près, quoi. Hein. Moi, j'autodiagnostique les autres. Tu autodiagnostiques les autres, ça ne m'étonne pas. Mais on va commencer avec un premier sujet, c'est l'hypersensibilité. Oh non. Tu vois, je savais qu'il allait commencer comme ça. Ça, je peux pas. Je savais qu'il allait commencer comme ça. Alors, je sais pas. On va voir si ça prend beaucoup de temps, etc. Mais tout à l'heure, en off, je vous ai dit que du coup, moi, j'ai été diagnostiqué hypersensible. C'est pour ça que j'ai été un peu hésitant. J'ai un peu hésité à l'aborder comme ça. Mais en même temps, je trouve que, moi, je peux parler de ce que moi, je vis. C'est un sujet qu'on retrouve, qui petit à petit commence à être abordé. Il y a notamment un humoriste, un acteur qui joue dans le groupe des Robin des Bois. Ah, je l'ai plus. Il est chauve. J'allais dire, il est... Non, c'est un acteur. Mais bref, il jouait dans des films, etc. Il a écrit un livre dessus aussi. Et peut-être juste pour parler de la notion de l'hypersensibilité, je voulais lister un peu les caractéristiques de l'hypersensibilité. Pour vous, est-ce que ça vous fait penser à certaines choses quand on parle d'hypersensibilité? Hyper. Ouais, tout à fait. Hyper, ça me... Non, vas-y. Tu vois, déjà, j'ai pas le droit de parler. Moi, ça me blesse après. Tu vois, je savais. Et ça me bloque. Après, je suis bloqué. Voilà l'exemple. Après, je suis bloqué. Je suis bloqué après. Alors, je vais parler de quelque chose où... Je vais commencer par quelque chose auquel on pense pas tout de suite, c'est l'hyperesthésie. C'est-à-dire tous les sens qui sont développés, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Alors encore une fois, quand on parle d'hypersensibilité, je vous liste un peu les choses. C'est un peu ce que j'ai retrouvé, ce que je retrouve beaucoup dans mon expérience, mais qui ne sont pas systématiques et communes à tous ceux qui sont diagnostiqués hypersensibles, parce qu'on se diagnostique, quoi. Hein. L'hyperesthésie, c'est tout ce qui est le sens, etc. Pour le coup, moi, c'est notamment énormément le bruit et la vue. Par exemple, là, il y a énormément de lumière pour moi. Là, ça me fatigue, ça me fait mal. Je vais rentrer chez moi, je vais mettre des bougies dans ma cuisine. Ceux qui mangent chez moi, ils me disent on fait une séance de spiritisme. Moi, il faut pas qu'il y ait beaucoup de lumière. Là, ça me fait vraiment mal. En plus, j'ai passé toute ma journée avec ces lumières. Donc là, le son aussi provoque énormément de fatigue. Donc, si maintenant, mais on dira rien, t'inquiète pas. Oui, non. Alors, vous imaginez, moi, j'ai la lumière et puis en plus, j'ai 3 personnes qui ne font que parler. Je vous dis pas quand c'est une émission avec mon père. Hein, Jean-Marie, il était avec du Larsen là, dans les oreilles. C'est dur, ça. Hein, j'ai pris un coup sur l'estrade là une fois. Ah, ça, c'est dur. Hein. J'étais sourd. Il y en a qui en tombent malades de ça. Ouais. Mais donc, ça peut amener à ça. Ensuite, il y a aussi, tu l'as dit, l'hyperémotivité. Oui. Est-ce que vous connaissez des personnes hypersensibles qui vont dire, moi, je suis hypersensible, etc. Oui. Oui. J'allais dire qui, mais on s'en fiche un peu. En fait, j'attendais la fin pour décrire... Ouais, l'idée, c'est qu'on retombe. Oui. Alors, les débordements émotionnels. À un moment donné, de trop plein, où il y a besoin de l'évacuer, mais c'est un débordement, quoi. Hein,
ou qui ne correspond pas avec la situation. C'est exagéré, ça paraît exagéré par rapport à la situation. Ou parce qu'il y a eu un trop-plein avant, tu vois. C'est un coup de coude au basket, non? Oui. Ça peut, pour un hypersensible. C'est un débordement, ça. Ah, c'est comme ça que tu l'exprimes chez toi, d'accord? Non, je demande. Tant que c'est pas un coup de couteau. Alors, il y a aussi la notion de pensée en arborescence. Est-ce que vous voyez ce que c'est? La pensée en arborescence, c'est une pensée qui amène une autre pensée, qui amène une autre pensée. Ah, tu finis jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu avec penses, des digressions en tiroir, voilà, comme ça. c'est ça. Donc à un moment donné, ça part dans tous les sens. Ah, et au final, tu voulais aller au supermarché pour acheter ton petit pain et tu t'es rendu compte qu'il fallait changer les pneus de ta voiture parce que tu étais dans ta voiture et que c'est un peu la pensée en arborescence, quoi. Et après, tu dis si je faisais une image sur la prédication avec, tu vois. Donc ça, c'est la pensée en arborescence qui est chez certains plus développée que d'autres. La notion d'intuition. Chez quelqu'un d'hypersensible qui a en général une intuition beaucoup plus développée. Alors, et c'est là pour moi où c'est toujours important de le dire aux gens qui sont chrétiens. Une intuition, c'est pas Dieu qui m'a dit. Il y a des gens qui sont plus sensibles en fait aux autres et qui peuvent avoir ces intuitions plus poussées. Quelque chose que je retrouve beaucoup aussi, la fatigabilité et le besoin de calme. Après, on a tous différents niveaux, mais moi, le besoin de calme, il est très important. L'intelligence émotionnelle. Mais tous les paresseux ne sont pas hypersensibles quand même. C'est vrai. Non, enfin, je pose la question. Non. Non. Tous les paresseux ne sont juste pas hypersensibles. Il y a des paresseux. Oui, Il y a d'accord. des paresseux qui sont une excuse, quoi. Oui, ils se trouvent une excuse. Ceux qui grimpent aux arbres, ça. Oui, d'accord. Bon, l'intelligence émotionnelle, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du QI, quotient intellectuel, mais on parle aussi de plus en plus du QE, le quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'empathie, capacité de se mettre à la place de l'autre ou de comprendre une partie de ce que l'autre vit. Le sentiment de décalage chez l'hypersensible, ça faisait partie des choses où je retrouvais pas mal ces témoignages, même dans les listes, etc. Et on va en discuter peut-être un peu avec Sophie. Le sentiment d'être pas tout à fait comme les autres. Et en décalage, quoi. Moi, par exemple, je dois dire, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les adultes. Moi aussi. J'étais jamais à l'aise avec les gens. Et toujours en décalage sur 10 ans de plus à chaque fois. Et alors maintenant, ça s'équilibre quand on est vieux, tu vois. Les choses se remettent. Et le stress et l'anxiété qui peut être accru aussi chez certains qui sont comme ça, hypersensibles. Le fait d'être dans... t'as tout le temps la tête dedans, en fait. Voilà, j'ai fini la liste. Mais tu fais le cumul, toi? Ou bien il y a quelques parties où tu te retrouves et d'autres pas? Alors, si tu veux que je parle de comment moi je le vis, alors comme dit, je vous l'ai dit, c'est un truc, moi je suis pas hyper à l'aise, c'est un peu gênant d'en parler. Mais la notion de sens, vraiment, notamment la lumière, le bruit, le goût aussi des fois. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est très fort. Ça depuis petit, depuis tout petit. L'hyper-émotivité, alors c'est quelque chose que je vis. Alors tu peux avoir les deux extrêmes. Tu peux avoir ceux qui... c'est à vif comme ça, et tout à coup tu as des moments où t'es vidé en fait, tu vois. Donc ça, moi je peux le vivre aussi dans certains cas, mais aujourd'hui moi j'ai appris, notamment avec quand je suis tombé malade, etc. Sophie Guillaume, on en avait beaucoup parlé. Elle m'a aidé à gérer ça. Mais quand j'étais plus jeune, notamment à Quartier Libre, je m'occupais des enfants, j'étais animateur à Quartier Libre, il y a des situations, c'était ingérable pour moi, j'arrivais pas à les gérer. Et c'est là où j'ai compris que l'hypersensibilité, c'est un fardeau quand tu sais pas le gérer, mais quand tu sais le gérer, c'est un vrai outil qui peut être, peut être vraiment super. La notion de débordement émotionnel, de trop-plein, comme dit, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver mes marques, mes repères, donc ça va mieux. La pensée en arborescence aussi, ça part un peu dans ma tête. C'est pour ça que moi, j'écris beaucoup. Je pose des trucs. L'intuition, oui, je m'y retrouve quand même plutôt pas mal. La fatigabilité et le besoin de calme, ça c'est énorme. Chez moi, je suis souvent comme ça. Et puis après, alors l'empathie, c'est des choses où... c'est plus aux gens de l'extérieur de le dire, mais moi, c'est vrai que des fois, je le porte comme ça. Sentiment d'être en décalage. Après, quand on vient de la famille Peter Schmitt, on te montre que tu es décalé, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai que mon petit frère, il m'en parlait encore, il m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il disait, mais c'est vrai que quand tu étais petit, des fois, tu étais quand même différent, quoi. C'était... Moi, le mercredi après-midi, ce que j'aimais, c'était faire des visites avec mon grand-père. De personnes âgées. C'était ce que j'aimais, tu vois. Où je lisais ma Bible, je la lisais dans une armoire. J'étais un enfant étrange. Mais donc voilà un petit peu. Alors peut-être pour sensibiliser un peu, comment vous le
Est-ce que vous m'avez dit que vous connaissiez des gens qui sont là, qui le vivent comme ça? Comment... Ouais. C'est bien parce que quand tu as défini plusieurs critères, il y a quand même un aspect positif de l'hypersensibilité. Comme tu dis, ça peut être un outil. Mais les personnes qui sont autour, nous, l'hypersensibilité, tout de suite, on pense que c'est négatif. On pense aux gens qui sont... extrêmes dans les émotions, extrêmes. Aux pleureuses, quoi. Oui. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Ça. Oui, ça fait... je pense qu'on le voit surtout à travers l'hyper-émotivité. C'est ça. C'est souvent ramené uniquement à ça. Ouais. Souvent. Mais chacun d'entre vous m'avait dit que vous connaissez des gens aussi qui sont... Oui. Ouais. Non, Claude, t'as dit non, toi? Moi, je viens de découvrir, je te connais. Donc, mais t'avais déjà entendu parler de ça ou pas? Oui, de l'hypersensibilité, mais dans ce cadre-là, un peu de... si je dis ça, il va... Voilà. Tu connais pas la réaction de l'autre, l'imprévisibilité. L'imprévisibilité. Mais du coup, des fois, ça amène, tu vois, à des discussions qui peuvent être un peu... Regarde, il n'y a pas longtemps, là, j'avais eu des gens qui sont venus à la maison. Regarde, il y a Camille qui est dans la pièce ici, qui nous regarde en off. Elle était à la maison avec des gens et moi, je voulais qu'on allume des bougies, etc., parce que j'avais mal. Et donc, forcément, il nous met dans le noir, on voit rien. En plus, je voulais qu'on mange une raclette, donc c'était compliqué, tu vois. Voilà. Mais à un moment donné, je leur ai dit, mais les gars, vraiment, j'ai mal. Ça me fait mal, tu vois. Et c'est des fois ce décalage-là, tu vois. C'est un peu, pour moi, il y a aussi un côté un peu, je dois dire, un peu frustrant. Il faut accepter, tu vois, des fois d'être... l'émotion, tu l'exprimes pas forcément, mais tu la reçois. Et des fois, de la gérer, tu vois, des fois, je me saoule moi-même, je dois dire, tu vois. Encore toi, tu arrives à l'exprimer. Mais c'est vrai que pour les proches, ça peut faire... quand on connaît après la personne, on comprend mieux. Mais sinon, on a l'impression que la personne est hyper fragile, quoi. Oui. Ouais. Et bon, on se dit, il faut qu'on s'adapte. Parce que... Mais où c'est pas... Encore une fois, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un truc que tu dois apprendre à le gérer. Mais comme tout, tu vois, t'as des gens... comme tous les types de caractères, quoi. C'est ça. Tu dois apprendre à vivre avec. Oui. Mais c'est défini comme un... Finalement, je pose les questions puisque je découvre. C'est défini comme un caractère, c'est défini comme un trouble. Est-ce qu'on est né comme ça ou on peut le devenir? Une maladie, je sais, on le met dans quelle Alors écoute, case? moi ce que je sais, c'est bon, on va en parler avec Sophie tout à l'heure aussi, c'est l'occasion, mais on le diagnostique. D'accord. Tu vois, parce qu'il y a aussi un phénomène un peu de mode, etc. Moi, je dois dire que ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Qu'il y a un diagnostic qui a été posé, ça a été posé à l'occasion de ma période où j'étais un peu plus fragile dans le psyché. C'était l'occasion de rencontrer des médecins, de discuter un peu du passé, etc. Mais pour le coup, ça m'a aidé, parce que du coup, ça m'a permis de chercher, etc. Ça m'a aidé à comprendre certains aspects. D'accord. Mais c'est pour ça que je suis en décalage comme ça, en fait. C'est de rien que de comprendre que tout le monde... Tu vois, moi, ça m'a aidé à comprendre que tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière. Wow. Tu vois, c'est un truc qui était... moi, je viens d'une famille où il y a énormément de vannes, donc j'ai appris à en donner, etc. Mais quand j'étais enfant, c'est toujours difficile. Hein, mais, enfin, c'est difficile pour les gens, certains qui... c'est dur. C'était très, très dur, tu vois. Ça m'a amené à des pensées de suicide, etc. Donc, parce qu'il y avait un impact direct, tu vois. On me disait un truc, tout de suite, ça me marquait. Alors là, c'est le côté hyper-émotivité, mais je dois dire ce sentiment de décalage entre générations, de ne pas avoir l'impression de pas comprendre et du coup d'être un peu je vais le dire comme ça, d'être un peu le gars chiant. Tu vois, excusez-moi un peu du terme un peu trivial, mais c'était un peu ce sentiment-là, tu vois. Mais une fois que tu acceptes, que tu comprends et que tu arrives à le gérer, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ensuite, N'est-ce pas une caractéristique souvent de gens qui se disent artistes aussi? J'ai souvent constaté chez des artistes ce phénomène quand même. Ouais, alors ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu de l'art qui sont là, qui sont comme ça, mais que tu en retrouves partout en fait. Ouais. Tu peux retrouver vraiment des gens comme ça partout. Un ouvrier qui bosse à Peugeot, hypersensible, c'est compliqué. Le bruit, l'image... c'est sûr que c'est limité après. Mais tu vois, moi, un The Rencontre, je donne un exemple, mais un The Rencontre, je vais le dire, mais j'ai du mal à ce qu'il y ait des gens chez moi à la maison en plus. Parce qu'il faut... Et des fois, juste entre midi et deux, je rentre. Des fois, je me couche dans mon bureau. Je fais des trucs comme ça. Là, on a fait une fête de Noël. La fête de Noël chez nous, c'est avec tous les enfants, les petits-enfants. Il faut que je me trouve une pièce dans le noir où il y a... en général, je me trouve un truc où les enfants, là, ils sont tranquilles. Moi, je me repose en même temps.
Mais pendant, tu vois, une demi-heure. Tu te recharges, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu penses arriver à le gérer aujourd'hui? Ouais, complètement. On t'a accompagné à gérer ou tu y es arrivé tout seul? Ou Bah, c'est avec le temps, avec l'âge, avec... Alors, je pense que c'est plusieurs facteurs. T'as l'âge et l'expérience. T'as le fait aussi d'être confronté à tes limites. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir des débordements émotionnels n'importe où, n'importe comment. Eh oui. Tu vois, aujourd'hui, moi, si tout à coup, je me chope plein de rendez-vous très, très lourds. Parce que, surtout lié à mon témoignage, j'ai beaucoup de personnes avec des troubles psy. C'est des fois, tu te fais des matinées ou des journées. Des fois, je faisais sur des journées. Bon, à la fin de la journée, t'es content que le rendez-vous soit terminé, tu vois. Bon, je vais pas, tu vois, je vais tenir tout ce moment-là. Aujourd'hui, je suis complètement capable de tenir tout ce moment-là. Mais le soir, il va me falloir un moment. Oui, mais c'est vrai un peu de tout le monde. J'allais dire, ouais. C'est vrai de tout le monde, mais je sais que quand maintenant je vais avoir beaucoup de... Moi, j'intériorisais beaucoup. Aujourd'hui, je vais avoir ce réflexe de dire, je vais parler à quelqu'un, tu vois. Là où à l'époque, comme je le gérais pas bien, je prenais tout sur moi et après ça partait. Je le gérais mal en fait. Ce débordement n'était pas accompagné. Quels sont les risques du coup, de ce débordement? C'est-à-dire si tu n'arrives pas à prévenir tout ça, qu'est-ce qui pourrait arriver On peut aller dans presque en 2-3 dépression. jours, quoi? Ouais, je pense que. Après, moi, je pense que j'ai un terrain sur le psyché. Tu vois, je suis comme dit d'humeur plus mélancolique. Moi, je sais que je peux vite sombrer dans mes pensées, donc faire gaffe à ça. D'accord. Mais ouais. Et puis on avait fait une émission, je sais pas si tu t'en rappelles, puisqu'on l'a enregistrée aujourd'hui, donc tu devrais t'en rappeler, sur les relations toxiques, tu vois, C'est ça. notion de codépendance, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais animateur quartier libre, j'étais jeune, hein, j'avais 14, 15 ans, tu vois, donc tu sais pas gérer tout ça. Il faut faire attention. Parce que sinon, ça peut t'entraîner, je pense, dans des mauvaises relations. Ah oui. Après, Sophie, je pense, peut en parler mieux aussi. Mais D'accord. pour moi, c'est des traits de caractère. Aujourd'hui, je loue Dieu pour ça. Mais oui. Je loue Dieu parce que vraiment, c'est pas du tout Ouais, une ça peut être tare. une force. Hein. Dans moi, ce que je fais, t'imagines, c'est super Comme l'intuition, tout pratique. ça, c'est quand même chouette. Ça m'est arrivé Ouais. des fois ou même souvent, ça m'arrive de discuter mes 3 minutes avec la personne. Tu sens. Tu sens, quoi. Tu sens, ou même, je dis, mais si c'est pas déjà passé ça et ça dans... Ah ouais, comment tu sais Et je peux pas... Alors, peut-être c'est Dieu qui me l'a... J'en sais rien, tu vois, mais je crois qu'il y a une notion d'intuition aussi, vraiment. Ouais. En tout cas, intelligence émotionnelle que moi je reconnais là. Parce que l'une des premières fois où je suis venu là, on s'y retrouve, j'ai été, et je te l'ai dit à la fin, j'ai été, je sais pas le verbe, hein, subjugué par ta capacité à animer tout en comprenant qui parle, comment, Ah oui. et appuyer là où il faut appuyer, tout ça dans un océan de discussion, d'échanges, de blagues. Oui. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il arrive à saisir comme ça ce que je veux dire, à rester sur ce point, à avancer, à reculer. Et je me dis, waouh. Et là, maintenant, tu vois, ça me donne une lecture aussi de cette intelligence émotionnelle. C'est une force. Ouais, alors je trouvais intéressant, tu vois, comme on va faire un sujet, on va parler de plein de notions qui sont souvent abordées, on les entend comme ça. Je trouve intéressant de la souligner, mais... Encore une fois, honnêtement, moi j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucun de ma famille sur cette... Parce que pour moi, c'est pas... Tu vois, c'est un truc où je sais que vite, si un pic peut être lancé sur ça, etc., ça me fait quand Ça même... blesse. Ça me fait un petit... Surtout si c'est la famille en plus, tu vois. Ouais, c'est Mais sûr. où C'est pas pareil. Ouais, où il y a des trucs... encore aujourd'hui, tu vois, moi, il y a des choses... Et aujourd'hui, je loue Dieu, parce que j'ai une femme qui m'écoute, etc. Et je peux aider les gens à comprendre, mais tu vois, pourquoi ça me... Moi, j'arrive à parler, tu vois, quand quelque chose me blesse, etc. Vraiment progresser. Ça, c'est bien. Et notamment avec Sophie qui va intervenir tout à l'heure. Mais je peux mettre je peux mettre des mots, mais je peux leur dire, comprenez, il y a des trucs, je fonctionne différemment. Vous le savez, ceux qui vivent un peu près de moi, il y a des moments, tout à coup, je suis pris dans une pensée, j'en dors plus la nuit, etc. Mais la dernière fois encore, j'en discutais avec ma femme, elle me dit, je dis, mais faut que tu comprennes, mon cerveau fonctionne comme ça. C'est pas que je le décide, en fait. Je deviens pas... je me dis pas, je vais passer des nuits blanches à penser... T'es pas obsessionnel. Si, j'ai un côté, justement, qui est lié obsessionnel, mais parce que ça... Ma pensée, elle part comme ça, mais elle part dans tous les sens. J'ai fait des nuits blanches à apprendre comment... Ça peut paraître bête, hein, mais à apprendre comment faire du latte art. Vous voyez ce que c'est ? Oui. C'est faire des dessins sur du café, etc. Mais mon cerveau est parti. Et tant que j'arrive pas je ne peux pas. Mais sur une semaine, par exemple, tu vois. Ah oui, quand même. Donc, il y a pas longtemps, j'ai eu le désir d'avoir un chien. Ah oui, c'est vrai. Mais à 2 semaines que ma femme accouche.
Mais j'en dormais pas. Alors, Et quand t'en tu fais parlais des- beaucoup. Ben, c'est ça. Et quand tu as des trucs qui sont raisonnés, tu vois, t'achètes une maison, ou tu vas avoir un enfant, ou tu... Bon, ben voilà, les gens comprennent. Mais quand tu es dans des trucs, c'est un peu... Moi, je veux dire, c'est un peu gênant, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de contenir. J'en parle pas à tout le monde non plus, mais bon, Mais maintenant, ça j'en te rend parle sur mon attachant aussi. cercle. Ouais. C'est ça. Tu vois, c'est très bien parce que pour ceux qui sont là-dedans et qui t'écoutent, juste ta présence là, ton rôle, ta place, valorise C'est Ça vrai. montre que tu... cette, Ouais, c'est ça. voilà, cette réalité-là, non pas comme une tare ou comme une faiblesse, ou pas, mais aussi comme une richesse. Oui, vous pouvez être hypersensible et animé, on s'y retrouve, envoyez vos CV. Oui, envoyez vos CV. Envoyez, cherche à remplacer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui est surtout dans l'ensemble de toutes ces caractéristiques, mais je repense particulièrement à l'hyperémotivité. Oui. C'est-à-dire que les gens qui... est-ce qu'ils ont plus d'émotions ou est-ce qu'ils les expriment plus, je ne sais pas, mais qui expriment en tout cas beaucoup d'émotions, qui, dans toutes les discussions, très facilement peuvent être amenés à verser une larme, etc. Et j'ai l'impression que ceux pour qui c'est le cas le vivent pas toujours Très bien. pas toujours bien parce que le regard qu'on a Ouais, c'est ça. C'est des fragiles. et pas oui c'est le ça. côté fragile ou le côté Agaçant, ouais, hein, aussi. c'est agaçant parce Ah ouais. qu'on ne sait pas trop comment Il y a toujours quelque chose, voilà. quoi, Alors qu'est-ce qu'on avec ces peut personnes-là. qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Est-ce qu'il faut qu'ils se disent une fois pour toutes, bon ben, je suis comme Ouais. ça, faut que je m'accepte comme ça, faut que je m'assume comme ça, il faut que j'essaye de me faire accepter, ou est-ce que eux-mêmes peuvent se changer? Qu'est-ce que... Alors, encore une fois, je ne prends pas la place de Sophie qui pourra en parler, je pense, bien mieux que moi. Mais de ce que j'ai lu aussi, compris, c'est qu'il y a une connexion neuronale qui est plus dense, donc tu as plus de pensées, tes émotions sont plus fortes, etc. Donc, c'est pas juste quelque chose qui est dans la tête, tu vois, tu les perçois de manière plus brute. Mais encore une fois, chez certains hypersensibles, c'est plus développé que chez d'autres. Mais oui. concrètement, Moi, est-ce qu'on peut... Moi, je dirais déjà, si tu le vis comme ça, c'est de l'accepter, en fait. Oui. Déjà, tu acceptes que je le vis autrement que les autres, et puis Dieu m'a créé comme ça. Et après, une fois que tu as accepté, tu peux trouver tes moyens de le gérer. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, je me suis interdit d'uniquement intérioriser. J'ai le droit d'intérioriser quelque chose pendant un temps, mais à un moment donné, il faut que je l'exprime. Je le sors ou à la personne concernée si c'est un truc directement, ou à quelqu'un parce que le besoin de se décharger, etc. Tu vois, c'est que j'essaye de trouver mes points d'ancrage pour que ça soit stable. Mais après, tu stabilises jamais totalement le navire. Quand tu vas sur la mer, même si le bateau il tient droit, tu as toujours un peu des remous, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais ça, c'est du travail, sur le terrain lui-même. Oui. Mais peut-être, je me disais, dans le concret d'une discussion, quelqu'un qui est surtout hyper émotif et qui dans toutes les discussions va toujours facilement verser une larme, etc. Est-ce qu'il peut y changer quelque chose? Est-ce qu'il peut... Non, c'est comme ça. Moi, je pense que le fait ne serait-ce que de travailler dessus, c'est-à-dire travailler sur le fait de prendre du recul sur les événements, tu vois, à l'intérieur de soi, c'est des petites choses. C'est au moment où, par exemple, au début, quand j'étais plus jeune, j'avais des discussions avec des gens où ils me partageaient quelque chose et j'étais pris avec eux, tu vois. Ils m'ont mis dans leur vie. T'es accablé après, et du coup, sur le moment, t'es la tête dedans. T'es plus juste en train de regarder un film que quelqu'un te raconte. Tu es dans le film. Tu vis le film. Là, mais par contre, avec du temps, pendant qu'il me parlait, par exemple, je me pose des questions à moi-même, à l'intérieur de moi. Ça me garde une distance. C'est, tiens, mais qu'est-ce que je vais lui répondre sur... Ça me garde une distance. Et donc, quand tu prends ce recul, tes émotions, naturellement, petit à petit, réussissent à prendre du recul. Donc moi, j'aurais envie de les encourager à travailler
notamment cet aspect-là de capacité à prendre du recul, à réfléchir dessus, à se poser des... Pendant que la personne parle, tu te poses des questions à toi-même aussi, tu vois, pour pas être embarqué dans le film. Ouais, c'est Et bon. mais après, t'as des gens. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est ça. Moi j'ai toujours la boîte de mouchoirs sur la table parce que je sais que certains. Je sais que j'ai des rendez-vous. Je sais que la personne. Va pleurer. J'ai toujours ma boîte qui est prête. Je leur dis toujours, tiens. Moi, je ne voilà. pense pas qu'il faille refréner ces émotions. Je pense que c'est surtout l'environnement qui va jouer un rôle capital. Tu parlais tout à l'heure de Sylvia, ton épouse, aussi tes amis, un environnement dans lequel qui comprend cette spécificité, ce qui n'est pas fragilité, mais spécificité, et qui peut s'adapter. C'est-à-dire, si je sais que mon épouse ou que je ne sais pas qui d'autre est hypersensible, je dois pouvoir le prendre en considération. Et le prendre en considération lui permettra de mieux s'accepter, lui. De mieux vivre, ouais. Et de mieux vivre. Ouais, totalement. Et moi, me permettra tu vois, cet éclairage-là me donne un nouveau prisme sur le regard que je peux avoir sur... Il y a des limites, je pense. C'est quand même des limites vrai. parce qu'avec ce type de personne, sachant qu'elle est hypersensible, tu peux arriver à la longue à être, je vais être exagérée, hypocrite. C'est-à-dire que tu peux pas parler vrai avec cette personne-là de peur qu'elle puisse mal prendre les choses, de peur qu'elle puisse prendre le souci de l'autre pour elle-même, de peur. Alors, c'est pour ça que mais je pense faut s'adapter, mais il y a des limites. Ouais, et puis je pense que aussi c'est parce que il y a beaucoup de mécompréhension sur ce qu'est un hypersensible. Vous l'avez bien dit, tu vois. Et moi, pour moi, c'était ça aussi, un hypersensible. Je vais le dire comme ça, c'est un chialeur, tu vois. Mais c'est... Quelqu'un d'éternellement blessé, quoi, on a l'impression. Ouais, ou à fleur de peau, Ouais. systématiquement, tu vois. Et en plus, pour un homme, il faut savoir que les hypersensibles, il y a plus de femmes que d'hommes. tu C'est vois, vrai, il y a donc, beaucoup de femmes. en plus, tu vois, je te dis donc, en termes de virilité, j'aurais pu mieux faire, tu vois. Mais le truc, c'est qu'une fois que moi, j'ai réussi à gérer les problèmes que ça m'a engendré. C'est-à-dire toutes les frustrations que j'ai Ça, c'est notamment bien. accumulées dans mon enfance, etc. Toutes ces choses-là, elles ont été exposées, dites aux personnes concernées, Ça, c'est yeux bien. dans les yeux, Incroyable. assumées. Quel courage. Et donc, Ouais, c'est bien. aujourd'hui, je le gère correctement, tu vois. Je suis pas en train de me dire à C'est traité, chaque quoi. réunion, oh là là, qu'est-ce que c'est. Ouais. Non, par contre, quand j'ai des frustrations, je l'ai dit. Pas plus tard qu'hier, il y a un truc qui m'a saoulé et une grosse incompréhension et difficile. Moi, j'ai tout de suite dit à la personne, mais bien, on a bien discuté, etc. Mais ça, à l'époque, c'était impossible. Ça serait tourné en rond, ça serait resté, et ça m'aurait bouffé, tu vois. Mais oui. À pas endormir, à pas, tu vois. Ce serait une question à poser à Sophie, mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le devenir hypersensibles à force d'être blessées. Peut-être qu'elles ont un terrain d'être sensibles. Sur la question de l'hyper-émotivité, Ouais, alors, oui, je c'est pense. ça. Parce que Comme comme dit, un traumatisme. Ils deviennent C'est pour ça que je dis, susceptibles, tu vois, le par diagnostic, est-ce que c'est un traumatisme, un trouble? pour moi, ça Ou fait c'est- partie du ou c'est- ça fait ou c'est partie du du caractère. caractère, ouais. D'accord, Ça pardon. Oui, fait- comme tu as des C'est pas un gens... handicap, tu vois. Comme tu as Ah des non, gens... non. T'as des gens aussi hyposensibles, hein. Ouais. Dans Oui. dans des c'est vrai. caractères, tu as, Ouais. des flegmatiques, par exemple, qui réagissent alors pas. peut-être qu'ils montrent, qu'ils extériorisent très peu, et on ne sait pas au-dedans Ce qu'ils vivent à peut-être, l'intérieur. voilà. Mais en tout cas, ils extériorisent très peu. Des flegmatiques, qu'est-ce qu'il y a dans les caractères amorphes, hein. Voilà, tu as des gens qui sont... C'est ça. Mais du coup, je me permets de le dire, et comme ça, ensuite, on va passer sur la deuxième partie, mais je casse un mythe aussi, parce qu'on m'a dit ça, les hypersensibles, ils sont plus sensibles à la voix de Dieu, etc. Oh, pas du tout. Non, Ça n'a rien à voir. Ah, ça, je crois C'est pas. purement... Il y a pas à mon avis, il humain. n'y a pas de caractère, il n'y a pas un type de caractère qui est meilleur qu'un autre. Mais oui, tous, c'est ça. tous les types de caractères ont des aspects positifs qui leur donnent des avantages et des contreparties C'est ça. négatives. On le voit avec les qui apôtres, sont- hein, d'ailleurs. Voilà. Donc, C'est ça. Des gens très tu as, différents. tu as des choses que des flegmatiques, des défis qu'un seul flegmatique relèvera. Ouais, c'est ça. C'est ça. Seulement, il faut qu'il soit, évidemment, faut qu'il Ouais. soit dans Mais pour moi, c'est un défi qui lui correspond. Pour moi, c'est toujours positif de dire je connais mon caractère, tu vois, sans forcément, il n'y a pas de nécessité absolument de mettre des mots sur
le caractère qui... et je pense que des fois, c'est réducteur aussi. Mais oui, Mais t'enferme. voilà, moi, je suis bien dans mes baskets en tant qu'homme, je suis bien dans mes baskets en tant que mari, en tant que papa. Mais avec ce côté-là, pas juste sur... Encore une fois, moi, j'insiste, mais pas juste sur le côté hyper-émotivité. Parce que c'est assez réducteur, tu vois, du côté hypersensible. Mais en même temps, ça permet de sensibiliser les gens. Les gens, oui, tout un peut-être chacun. certains se reconnaîtront. Mais Excuse-moi, pourquoi tu on voulais dire diagnostiquerait, par exemple, un hypersensible et pas un hypo. phlegmatique? Ouais. Tu vois, on dirait, oui, j'ai été diagnostiqué Phlegmatique. Phlegmatique. J'ai été diagnostiqué. Tu vois, Écoute, on pourquoi va poser la lumière question. est mise aujourd'hui, par exemple, la lumière est mise sur, voilà, comme... Parce qu'on parlait des caractères, est-ce qu'il y aurait comme ça des branches de caractères avec des... Bon, on va poser la question à Sophie, Caractères mais je pense spéciaux. que les hypersensibles se questionnent beaucoup sur eux-mêmes. Enfin, sont très intériorisent beaucoup, et donc forcément, ils sont plus à chercher. C'est vrai. Là où le phlegmatique, il flegme. Il flegmate. Du verbe flegmer. Flegmatiser. On va avancer parce qu'on a la joie d'avoir quand même... Flegmatizo. On va avoir la joie d'avoir Sophie Guillaume. Ça serait dommage de ne pas la... Mais oui, de ne laissons pas la place à l'avoir Sophie. avec nous, puisque elle sait bien mieux que nous, chère Sophie. Viens nous éclairer. Bonjour, Sophie. Bonjour Sophie, est-ce que tu vas bien? Très bien, merci. Bon, est-ce que tu as déjà eu... tu connais Claude Écoué? Non. Non, on ne se connaît pas personnellement. Enchanté. Voilà, en tout cas, Enchanté, ravi de Claude faire les Écoué. présentations. Nathalie, tu connais, Oui, tu connais Sophie, hein? Sophie, ouais, je la connais. Oui. Bon, Bonjour, et Jean-Marie, Sophie. je le sais, On se puisque connaît. elle donne les cours à JSP. Et je le rappelle, je l'ai déjà dit dans la première émission, mais Sophie était notamment une des psychiatres et la psychiatre qui m'a beaucoup suivi et aidé quand j'étais malade. Alors Sophie, tu as écouté un peu notre discussion sur l'hypersensibilité. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire dessus? Ça t'a beaucoup fait rire, peut-être, non? Alors, comme vous l'avez dit, c'est un trait, hein, c'est une signature, c'est pas une pathologie. Je pense que, comme tu l'as dit, Benjamin, je pense que lorsqu'on t'a donné le diagnostic, ça t'a aidé à mieux te comprendre et donc faire de ce trait, de cette signature, peut-être quelque chose on peut en faire une richesse et travailler peut-être sur ses fragilités, mais en faire quelque chose de particulièrement riche. Moi, moi, j'aime bien ce concept de l'HPE, haut potentiel émotionnel, de l'intelligence émotionnelle. Ça permet à la personne, si elle en est pourvue, avoir de l'empathie et d'avoir cette intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, cette capacité effectivement de s'interroger, mais de comprendre l'autre et de l'accompagner dans ses difficultés. Moi, je pense que les psychothérapeutes sont souvent des hauts potentiels émotionnels, peut-être pas des hypersensibles, ou ont appris à gérer cette hyper-émotivité. Voilà, il faut quand même savoir que dans les enquêtes montrent que 30% des personnes sont hypersensibles. Ouais. C'est-à-dire que 70% sont neutres et 30%, c'est pas anodin. C'est assez fréquent. Et parce qu'on voit bien, d'ailleurs, chez les enfants, il y a quelque chose d'inné. Moi, j'ai 2 petites filles, une de 4, de 3 ans. Il y en a une qui est très, toujours joyeuse, très positive. Et il y en a une qui a cette hypersensibilité qui fait que, alors, on aurait une tendance effectivement, elle pleure peut-être plus facilement. Elle perçoit les choses et les choses différemment. Mais je pense que si on l'accompagne en la rassurant, en l'apaisant, la sécurisant, eh bien, je pense que sa grande sensibilité va être une véritable richesse pour accompagner peut-être d'autres, ou je sais pas, ça sera peut-être une musicienne. Ouais. Mais il faut vraiment le considérer comme quelque chose qui doit apprendre à être peut-être dompté, maîtrisé et devenir une véritable capacité propre.
C'est ça, ouais. Bon, je vous avais dit, elle le dit mieux que nous. D'accord. Bon, merci Sophie. Peut-être, je me permets juste cette question parce qu'on me l'a posée aussi, mais est-ce qu'on peut diagnostiquer un enfant hypersensible, faire un diagnostic, mettre ce mot-là aussi ou pas? Moi, je pense à une situation en particulier. Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant, parce qu'il faut... Des enfants en très bas âge qui sont école primaire, maternelle. On les détecte, on les détecte par leur sensibilité, peut-être leur empathie. Il y a des enfants très jeunes, on s'aperçoit qu'ils comprennent l'émotion de l'autre, qu'ils souffrent avec l'autre, qu'ils ont une compassion particulière. Alors, poser un diagnostic précis, peut-être pas, mais en tout cas, voir dans l'enfant déjà un trait particulier concernant leur capacité émotionnelle. D'accord. Et puis peut-être juste un dernier point, et ensuite on va passer à l'autre sujet que l'hypersensibilité, mais un peu sur la liste que je relevais. C'est vrai que dans pas mal de textes qui parlent de l'hypersensibilité, ils parlent de l'hyperesthésie, ils parlent un peu on voit souvent la notion de fatigabilité, besoin de calme, etc. C'est une chose qui entraîne une autre, etc. Toi, je suppose que tu es souvent en contact avec des hypersensibles aussi. Est-ce que tu le retrouves comme ça ou Alors, je pense que, comme tu l'as décrit, cette hyperesthésie, cette hypersensibilité, ça consomme beaucoup d'énergie psychique. Donc, ça entraîne de la fatigabilité. Ouais. Comme quand on utilise beaucoup sa pensée, le cerveau, il est fatigable. Donc, la pensée, l'émotion, c'est consommateur d'énergie psychique et forcément, ça entraîne une fatigabilité. Ouais, donc en fait, l'émotivité est consommatrice d'énergie. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu une conséquence qui est une chose en entraîne une autre, etc. Ouais. Merci beaucoup pour cette sensibilisation à ce sujet. Voilà, on clôt. Merci à toi, Ben, aussi d'avoir partagé ça joie de l'avoir partagé avec vous et pas les membres de ma famille. Ça me fait bizarre de savoir que mon père va entendre tout ça, mais voilà. Écoute, c'est la vie. Alors, j'aimerais qu'on arrive sur d'autres sujets où je suis plus à l'aise. Voilà, arrivons sur les autodiagnostics, parce que Sophie, je réfléchissais et en préparant l'émission depuis cette année, j'ai 3 personnes qui m'aident à réfléchir aussi à différents sujets et c'est vrai que je me faisais la réflexion, il y a beaucoup de pervers narcissiques quand même en France. Et j'aimerais qu'on puisse... Enfin non, si tu veux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent qu'ils connaissent beaucoup de pervers narcissiques. Donc je me suis dit, tiens, et si on faisait un sujet sur un peu les autodiagnostics ou surtout les gens avec qui ils sont en conflit. Ben justement. En général, alors je caricature un petit peu, les amis, bien sûr que ça arrive des fois, mais en général, c'est l'ex-mari qui était méchant et donc qui est devenu le pervers narcissique que la personne a connu. Mais je trouvais c'était l'occasion de revenir un peu sur ces notions qui sont à la mode, parce qu'il y a une vraie mode pour le coup. Je me suis noté et j'ai fait une petite liste, Sophie, pervers narcissique. L'idée, c'est que tu nous définisses un peu chaque terme et ensuite on revient sur la notion d'autodiagnostic, mais pervers narcissique, TDAH, HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, les TDAH, Sophie, tu me corriges, mais c'est les troubles de l'attention, ceux-là. Les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité. Avec ou sans hyperactivité, c'est ça. Alors j'ai mis aussi dedans parce pour le coup, il y a une vraie tendance sur TikTok de l'autisme et particulièrement Asperger. Et il y a une vraie tendance avec des hashtags qui font des millions de vues, etc., d'autodiagnostic sur l'autisme et particulièrement l'autisme Asperger. Je me suis noté aussi, alors c'est quand même un peu différent, mais les troubles 10. Je discutais avec certaines personnes, notamment des profs, et ils disent aujourd'hui dans les écoles, tous les enfants, ils ont des troubles 10. Dyslexiques, dysorthographiques, dysphoniques, 10 ceci, 10 cela, dysfonctionnels. Et alors, je crois que je te l'avais pas envoyé, mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup aussi, c'est les zèbres.
Je ne sais pas si vous Les aviez ailes. déjà entendu ce terme-là, mais c'est un terme qui est assez à la mode. Je ne sais pas, Sophie, si tu le retrouves aussi, mais je l'entends quand même pas mal. C'est peut-être plus chez les plus jeunes. Ouais, notamment sur les réseaux. Moi, je suis zèbre, etc. C'est les hypersensibles avec un haut potentiel, quoi. Hein. Donc, Moi, je suis un lion indomptable. un lion indomptable, voilà. On va demander à ta femme si elle valide ça. mais Je me reconnais comme étant un lion. Lion indomptable, mais sous tes mestins. C'est ça. Oh non. Claude, Je l'ai pas vu venir, t'es ça un fait lion mal. indomptable, mais pourquoi tu te rases les cheveux? Explique-moi. Pardon? Tu te rases les cheveux, pourquoi? Ben ça va bientôt pousser. Hein, Parce je que peux ta vous dire, femme hein. t'a dompté. Il m'a dit, si je faisais ce que je voulais, moi j'aurais... Et toi, tu balances? Moi, Ben, toi, tu Moi, balances. je demande- Continue, C'est l'émission entre nous. Permettez-moi de laisser un C'est message entre à Claire Ekoué. Laisse-le pousser ses cheveux. Laisse-le Ah, pousser ses Seigneur, cheveux. Seigneur. Je rêve de ça. Ma lionne, t'inquiète pas, tout va bien. Sophie, alors tu es prête? Allez, On va partir sur quand même, je dirais, le cas le plus gros. C'est le pervers narcissique. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Est-ce que c'est juste une tendance ou réellement ça Ils existe? sont nombreux. C'est une épidémie. Alors non, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, effectivement, c'est un emblème un peu fourre-tout, hein, pour qualifier quelqu'un qui exerce une soumission, une emprise sur une autre personne. Donc c'est un peu ça, hein, c'est l'idée C'est ça. du pervers, c'est celui qui exerce une emprise et une soumission. Et c'est vrai que c'est un diagnostic dont s'emparent souvent les femmes au moment d'un divorce, hein, pour penser que parce qu'il a été tyrannique, parce qu'il a peut-être eu des mécanismes de défense, peut-être un peu d'indifférence, de narcissisme, on va dire, de vouloir sa propre volonté, que c'est un pervers narcissique. Mais Ça. un pervers narcissique, c'est bien plus toxique que ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est un vrai pervers narcissique? En tout cas, le pervers narcissique, alors, il y a deux mots dans pervers narcissique. Il y a narcissique, donc quelqu'un qui pense être supérieur, hein, ce qu'on appelle le mégalo, hein, qui pense qu'il est au-dessus des autres, mais qui a besoin d'une proie pour soumettre donc la personne et utiliser sa proie pour nourrir son moi. Hein, et qui va détruire qui va aller jusqu'à détruire la personne parce que au départ il va être très flatteur, il va séduire sa proie, mais après il va la dénigrer, il va vraiment la réduire en l'humiliant, en projetant sur elle tout ce qui est négatif, tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Il l'aime, mais malgré ce qu'elle est notamment très négative. Et vivre avec un pervers narcissique, en général, une femme finit par s'effondrer, devenir déprimée, voire se suicider par du fait de cette manipulation perverse. Donc c'est quand même assez rare. D'accord. Parce que c'est pas parce qu'on est en conflit avec son mari et que le mari réagit avec indifférence, froideur, ou dans le divorce manipule les enfants. Ça, c'est des mécanismes, on va dire, humains, adaptatifs. De défense, Et voilà, chacun se défend comme il peut parfois dans un divorce et trouve que l'autre est le responsable, forcément. D'accord. Donc, minimiser le diagnostic, mais quand on a affaire réellement à un pervers narcissique, il faut fuir. Il faut fuir puisque la personne va finir par détruire. On dit il cherche donc à se poser sur la proie pour absorber toute l'énergie affective, émotionnelle de la personne. On a l'impression que c'est presque toujours, que c'est beaucoup plus une pathologie masculine. Alors, elle est plus masculine, mais il existe des perverses narcissiques au travail. Il peut y avoir des femmes, et même envers leur mari, d'avoir le même mécanisme.
D'accord. Mais On appelle les effectivement, ça Jézabel. paraît plus masculin. Alors Claude dit qu'on les appelle les Jézabel. Non, pardon. Peut-être. Non, mais non. Mais la question, c'est est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle le fait de manière consciente? Est-ce que c'est réellement est-ce que c'est réellement une pathologie ou est-ce qu'elle est victime ou est-ce qu'elle est bourreau de manière consciente? Est-ce que ces mécanismes-là s'inscrivent dans son fonctionnement? Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle met en place pour nuire l'autre. Je dis Alors, elle pour rétablir un peu la parité. Alors on va dire personne. c'est un trouble grave de la personnalité. En général, c'est D'accord. des gens plutôt fragiles au niveau narcissique, Ah, ok. qui vont chercher à se poser sur l'autre. Alors il y a une D'accord. partie inconsciente, il y a une partie traumatique dans l'enfance. Parfois on dit que c'est des enfants soit qui ont été des enfants rois, où tout leur a été cédé et ils ont cru qu'ils étaient des tout-puissants et qui pouvaient utiliser et manipuler n'importe qui comme ça, ou alors qui ont été très dévalorisés et vont abuser de l'autre pour prendre ce qu'ils auraient dû avoir dans l'enfance, quoi, Wow. de façon légitime. Mais là, on parle de pathologie donc, psychiatrique. C'est ça. Donc, avec quelqu'un qui est diagnostiqué pervers narcissique, bon, j'ai l'impression que c'est assez compliqué quand même. Il viendra pas de lui-même. Ou je sais pas si ça Il y arrive a souvent un déni, hein, non, en Ouais, plus. c'est ça. Mais donc, on l'accompagne en hôpital ou avec un traitement médicamenteux ou comment ça se oui, passe? ça, c'est intéressant. Alors c'est très rare un pervers narcissique qui passe de proie en proie. Ouais. Finalement, il est abandonné, il va chercher une autre proie, donc il n'est pas demandeur de soins, donc il ne va pas se retrouver à l'hôpital, C'est ça. très rarement. Ou sauf quand il est dévoilé, parce qu'il y a aussi tout un jeu de mensonges, de fabulations, et où là, il peut s'effondrer et déprimer. Parce que là, sa faille narcissique, elle est béante, et il s'effondre. Et là, peut-être à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur ces mécanismes de protection, ces mécanismes d'utilisation de l'autre pour vivre. D'accord. Alors peut-être, et ensuite on va pouvoir passer aux autres points, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être à tous ceux qui disent « Ah ben moi, telle personne dans mon entourage était ou est un pervers narcissique, etc. » Mais parce que j'ai l'impression que, si tu veux, ça les aide à mettre un mot aussi horrible pour exprimer le fait que ça soit aussi violent, ce qui est en train de se passer dans leur vie, alors que ce n'est pas forcément le cas, que la personne était pervers narcissique. Est-ce que c'est bon, même pour elle, de mettre des mots comme ça sur des proches ou des... Alors, des fois, j'ai l'impression que même le psychologue qui va accompagner la femme en souffrance et de dépression a dit, peut-être pour rassurer, apaiser la souffrance de l'autre, mais de poser un diagnostic sur l'homme qui a abîmé la relation, qui a trahi, et de poser ce diagnostic-là. Alors, ça peut être un diagnostic qui soulage la personne et de se dire, bah oui, j'ai vécu avec un réel pervers narcissique et ça justifie et ça valide que je dois m'éloigner et fuir la situation. Ouais. Tu vois, moi, tous les hommes infidèles, on va dire narcissiques et tout ça, ne sont pas au sens propre des pervers narcissiques. Ouais. Et puis je le dis aussi, et ça m'est arrivé des fois de le dire. Un psychologue est un thérapeute, parce que souvent on confond un psychologue et psychiatre. Mais un psychiatre est un médecin. Si on parle d'une pathologie et d'un diagnostic médical, on parle d'un psychiatre, là où un psychologue est un thérapeute. C'est deux métiers qui sont complètement différents aussi. Alors je ne sais pas si je fais bien, Sophie, mais des fois je leur dis, bon, attention quand même, allez voir les bonnes personnes et mettez-les dans les bonnes cases. Tu voulais dire quelque chose ? J'avais une question pour Sophie. Du fait que tu disais que ça vient peut-être de l'enfance, que la personne a été peut-être un enfant roi ou le contraire, est-ce que tu as le sentiment, de par les éducations aujourd'hui qu'on donne aux enfants, que ça peut augmenter ce phénomène ? Alors, peut-être. On parle plutôt que notre société construit des personnalités borderline. Des personnalités plutôt impulsives, une instabilité affective et qui ont du mal à créer un lien stable avec l'autre.
On ne crée pas du lien via Internet, via les écrans. Ouais. Hein. On connaît tous ces jeunes qui ont 3000 amis, mais qui ne connaissent pas, mais qui sont des amis virtuels. Jean-Marie. On ne construit pas des liens relationnels, on ne se construit pas sa personnalité via les écrans. Ouais. Donc les conséquences d'abus des écrans chez l'enfant, ça crée plutôt des personnalités comme ça. Ah oui. Ok. Waouh. Ok, on va essayer d'avancer, de passer aux suivantes parce qu'il y en a pas mal il y a pas mal de termes un peu à la mode. Merci Sophie. On a bien compris qu'un pervers narcissique, c'est une personne, je dirais, émotionnellement dangereuse, hein, où faut faire attention. Mais peut-être donner le conseil, ne posez pas un autodiagnostic vous, allez voir un professionnel aussi si vous avez des questions à ce niveau-là. Renseignez-vous, quoi, mais ne posez pas cet autodiagnostic tout seul. Alors TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que tous les enfants ont besoin de Ritaline ? Alors, c'est le problème des classifications. On a l'impression que des fois, les classifications américaines sont là pour justifier la prescription de médicaments. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que d'un diagnostic, forcément, on a une solution pharmaceutique. Alors, pourquoi l'enfant d'ailleurs, est-il plus agité aujourd'hui? C'est une question à se poser. Hein. C'est l'enfant, là encore, l'enfant derrière l'écran, avec l'écran, qui va dans la forêt, a une tendance à être hyperactif. Alors, donc il faut vraiment que ça soit un spécialiste qui pose le diagnostic déjà. D'accord, ouais. Le déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est un trouble qui nécessite un diagnostic précis, parce qu'un enfant peut être agité ou avoir des troubles de l'attention pour beaucoup de causes. Si il y a une famille où il y a beaucoup de problèmes internes, où les parents se disputent sans arrêt, où on l'oublie un peu et on le laisse derrière son écran, ou peut-être qu'il est lui-même en souffrance, son agitation montre peut-être qu'il a peut-être de la dépression, de l'angoisse, et plutôt que de le mettre dans un fourre-tout de troubles de déficit de l'attention. Ouais. Alors, qui sont les spécialistes qui peuvent diagnostiquer ? Les pédopsychiatres. Uniquement les pédopsychiatres ? La pédopsychiatre et psychologue de l'enfant. D'accord, ouais. Ok. Oui, mais c'est un ensemble de spécialistes, médecins et psychologues, qui vont poser ce diagnostic. Alors, j'en profite parce qu'on est en train de parler de l'enfance et de l'école pour intégrer à ce moment-là les troubles 10. J'avais des amis profs qui me disaient, mais aujourd'hui, tous les parents, ils viennent me voir en me disant, mon fils, il est dysorthographique, c'est pour ça qu'il a du mal à rendre les devoirs à temps, ou dysphonique, ou Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là ? Qu'est-ce que sont ces troubles ? Qui diagnostiquent normalement, etc. Alors, le TDAH est parfois mis dans les 10, parce que c'est un dysfonctionnement du comportement. Ok. Donc, les 10, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est les troubles qui sont... c'est un trouble. Le cerveau, il se développe. Hein, il n'est pas... On dit qu'il se développe jusqu'à 20 ans. Donc, et ensuite il sombre, ensuite il régresse. Il est bien organisé, il a fini son fonctionnement. Ah d'accord, il n'y a pas besoin de me regarder. Justement, Jean-Marie était en face de moi, là, je voyais. Regarde d'ailleurs, s'il te plaît. Il peut créer des nouveaux réseaux jusqu'à 80 ans. Tu approches, bien. Écoute. Donc, dysfonctionnement. Donc, le cerveau se développe et normalement, au niveau de la cognition, c'est analyser l'information. Le cerveau, il perçoit des informations, il les analyse et il va les utiliser à travers le langage, à travers le comportement, l'écriture. Donc, si le cerveau a des difficultés d'analyse, de perception de l'information, eh bien, on va avoir des troubles, on va dire, cognitifs, comportementaux,
qui va entraîner des problèmes 10. Alors, dysphasie, des troubles du langage, dyspraxie, des troubles du comportement, dysgraphie, comme tu l'as dit, les troubles de l'écriture. Donc, il y a toutes sortes de 10. Et on dit la fréquence, effectivement, pourquoi autant d'enfants ont des difficultés, mais on dit 6 à 8% d'enfants ont des problèmes 10. Qui sont diagnostiqués, alors, c'est bien ça? Qui sont diagnostiqués. Ouais. Hein? Alors, il y a la dyslexie qui est quand même assez fréquente. Oui. Hein? Mais c'est quelque chose de très évolutif, puisque le cerveau évolue, c'est une difficulté. L'enfant, des fois, il y a un décalage de maturité du cerveau. Ouais. Il y a un enfant qui peut avoir une dyslexie parce que son cerveau est en cours de maturation et ça va évoluer favorablement une ou deux années plus tard. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'un accompagnement ou est-ce que ça se résout de lui-même, de soi? En tout cas, à l'école, je pense que les institutrices s'aperçoivent vite des difficultés. Aujourd'hui, on détecte facilement les problèmes. Je pense que c'est une bonne chose parce que si un enfant peut bénéficier d'un accompagnement très tôt, ça peut l'aider aussi. Plutôt que, vous savez, des fois, on laissait les gens, peut-être 10, au fond de la classe. Ouais. Et puis, finalement, de cette difficulté, il en faisait un handicap. Et puis, il en faisait une déficience intellectuelle, alors qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle à proprement dit. Oui. Puisque c'est très spécifique. C'est une difficulté de la cognition, mais qui est dans un domaine bien spécifique. Mais oui. Ouais. Okay. Donc, ça serait dommage de ne pas le stimuler sur toutes les capacités restantes, et puis de l'accompagner dans cette difficulté bien particulière qui peut s'améliorer avec une prise en charge adaptée. Ok, merci beaucoup. On arrive à... Alors, ça nous semble peut-être moins compréhensible que je parle d'un effet aussi de mode, mais vraiment particulièrement en préparant l'émission, je me suis vraiment rendu compte sur les réseaux et sur TikTok qu'il y a un effet de mode d'autodiagnostic de l'autisme et particulièrement Asperger. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir le définir, le redéfinir. Qu'est-ce que c'est l'autisme et qu'est-ce que c'est quoi un Asperger? Alors, je pense que déjà, c'est important, les films ont beaucoup, aujourd'hui on voit beaucoup de films avec des personnes atteintes d'Asperger. Ouais, c'est vrai. Hein? Et les gens s'identifient du coup à ce diagnostic en disant « Ah bah tiens, moi aussi peut-être que j'ai ce mode de relation » et donc, le problème, alors autant des tests diagnostiques que des concepts qui sont employés à tort et à travers font que les gens vont vite se poser sur le diagnostic, s'approprier le diagnostic trop vite. On est d'accord. Ouais. Hein? Parce que c'est comme si, c'est comme je dis pour un symptôme. J'ai de la fièvre, donc j'ai la grippe. Ben non, on est d'accord, la fièvre, c'est multiples causes. Bah oui. Et c'est pas parce que j'ai peut-être un élément d'un diagnostic que j'ai le diagnostic complet. Donc, faut vraiment relativiser, faire attention au diagnostic et surtout sur Internet. Hein, en cas de question, on pose un diagnostic, ça, j'y crois pas du tout. Ouais, c'est ça, on se détecte pas Asperger en allant sur un quiz sur Google, quoi. Ah oui. C'est ça, on est d'accord. Ok. Donc, pour l'autisme en particulier, donc là encore, comme le 10, c'était quelque chose de très spécifique dans un domaine particulier, hein, langage, écriture, comportement. L'autisme, c'est plus global. C'est un trouble. Donc, alors d'ailleurs, on parle d'autisme, on parle plus de spectre autistique, un trouble du spectre autistique, parce que les tableaux sont très variés
d'un enfant à l'autre et en fonction de la diversité des symptômes, de l'intensité des symptômes. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic très restreint. Oui. Hein? Donc, l'autisme, c'est un trouble du comportement et de la communication qui est, là encore, neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le développement du cerveau a été freiné et la communication et le comportement a été donc malmené. Le développement de la communication, des interactions sociales. Donc l'autisme interagit avec l'autre de façon différente. D'accord. Parce que son système de perception de l'information, d'analyse d'information, lui est un peu spécifique. Il n'est pas le même que, on va dire, de la normalité, on va dire, du neurotypique, de quelqu'un qui n'a pas de trouble de cet ordre-là. D'accord. Donc, l'autisme, effectivement, diversité de symptômes, diversité de tableaux. Ça entraîne forcément des troubles de la personnalité parce que c'est pas facile de percevoir les choses de sa propre façon et de pas comprendre que l'autre n'interagit pas de la même façon que soi. Ouais. Donc souvent, ils ont une perte d'estime de soi aussi, de confiance en eux-mêmes. Et avec l'autisme, c'est avec ou sans déficience intellectuelle. Hein, il y a des autistes qui ont un problème de déficience intellectuelle, donc ça va vraiment entraver leur communication à l'autre, le raisonnement, l'apprentissage. Et dans le syndrome d'Asperger, ce qui est spécifique chez eux, c'est qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle et pas de trouble de langage. Chez l'autiste, si. D'accord. Asperger, donc il communique, il interagit de façon spécifique, il décode les situations de la vie quotidienne à sa façon. Donc le diagnostic, c'est difficulté dans les relations sociales, difficulté dans les émotions. Il a une particularité de communication. Il ne comprend pas, par exemple, le sens figuré. Il va prendre tout au sens propre. Ouais. Donc, il faut en avoir conscience. Chez lui, le détail prime sur le global. Donc, ils ont une capacité particulière, justement, on a l'impression qu'ils sont hyper intelligents dans un domaine particulier, parce que il s'est très développé dans un domaine particulier, et il va viser plus le détail que une vision globale. Ok. Et donc ça, c'est un diagnostic fait par là encore une fois, c'est fou de devoir le préciser, mais c'est fait par un professionnel, quoi. Ah oui, parce que tu vois, il y a un ensemble de critères bien spécifiques. Puis je relève, c'est assez marrant de se rendre compte que la mode, elle est pour ceux qui ont on a l'impression les autistes avec un haut potentiel intellectuel, il n'y a pas une mode d'autisme avec déficience intellectuelle, quoi, qu'on retrouve en autodiagnostic, étrangement. C'est ça. Et tu vois, comme tu as fait le diagnostic d'hypersensible, dans le syndrome d'Asperger, il y a cette hypersensibilité au bruit et à la lumière. Ouais. Donc, si on le prend, on va dire, tiens, je suis peut-être Asperger, mais finalement, si je prends dans les diagnostics d'hypersensible, je suis plutôt hypersensible. Oui. Donc, c'est là où la personne, si elle n'est pas professionnelle, elle va se mettre un ensemble de diagnostics. Okay. Puisque je suis hypersensible au bruit, je rentre dans les plusieurs critères. Oui, c'est ça. Donc, il faut le spécialiste et pas d'autodiagnostic. C'est ça. Je termine avec cet aspect-là et après on va se rapprocher vraiment de la fin de l'émission. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Wow. Mais un zèbre, qu'est-ce que c'est un zèbre hormis un animal? Parce que c'est un mot qu'on entend et qu'on entend de plus en plus. Alors, moi je l'ai lu dans le haut potentiel intellectuel, dans le HPI. Ouais, c'est ça. Alors moi, de ce que je creusais, c'est justement ces gens qui sont hypersensibles et haut potentiel intellectuel, en sachant que le haut potentiel intellectuel, c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Excuse-moi, je l'ai sauté sur la liste. Mais un haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un c'est une question de quotient intellectuel aussi, si j'ai bien compris, c'est ça? Donc, le premier élément,
donc il faut un diagnostic fait par, là encore, un spécialiste et un psychologue, un neuropsychologue, parce que il faut détecter le QI, et le QI doit être supérieur à 130. C'est ça. Wow. Et donc, quand même, HPI, 2% de la population qui ont un QI supérieur à 130. Là encore, un enfant ou un jeune adulte qui a un haut potentiel intellectuel, forcément, ça a un impact. Et c'est pour ça que souvent, c'est intriqué avec l'hypersensibilité. Parce qu'il faut gérer. C'est un décalage de maturité. Son décalage de compréhension. Donc, il y a une intrication souvent des deux diagnostics. Ouais. Ok, ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. J'aime bien ce... merci Claude, je vois que tu... Pardon? T'es en fin de journée, toi. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors peut-être, j'aimerais poser une question de fond pour arriver sur la conclusion de l'émission. Pourquoi les gens ont tellement besoin de se mettre dans des cases? Est-ce que c'est pour se rassurer? Moi, j'ai l'impression que ça rassure les gens, en fait, de se mettre dans des cases comme ça. Quelle est un peu ton interprétation? Pourquoi il y a autant d'autodiagnostics? Écoute, je pense que, bon, déjà, s'il y a des gens qui souffrent, ils ont envie de se comprendre, de s'analyser et de voir pourquoi ils raisonnent de cette façon-là. Est-ce que tout le monde raisonne de la même façon? Si je suis hypersensible, alors pas tant chercher la cause, mais de pouvoir se comprendre et s'accepter. C'est une sorte d'acceptation et d'adaptation. J'ai besoin de m'adapter à l'autre avec ma différence, ou peut-être sa différence. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une société où une société où on doit accepter les différences. Oui. Donc, je pense qu'il faut déjà se connaître soi-même. Je pense que les gens ont beaucoup de quêtes identitaires, de toute façon. Chercher qui ils sont, et où ils vont, pourquoi, quel est le sens de la vie. Je pense que je pense qu'il y a une quête réellement en lien avec des pertes de valeur. Notre société ne répond plus au sens de la vie, aux valeurs qui étaient inébranlables dans notre société. Donc, je pense que ça a mis les gens face à leur propre quête, à leurs propres interrogations, et puis ça peut être très anxiogène. Oui, j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a une dévalorisation de l'expert, du médecin, du psychiatre. On voit chez les jeunes, ah oui, mais de toute façon, les psychiatres, ils me croient jamais. Je vous dis que je suis Asperger, les psychiatres l'ont pas dit, mais c'est parce qu'ils me croient pas, ils ont fait le test rapidement. Il y a un peu une dévalorisation et la parole de l'expert, elle vaut, et ça on le retrouve, je dirais, dans notre société. Ça arrivait pendant le Covid, on entendait des interviews de médecins parler, et juste à côté de lui, c'était monsieur Lambda qui est dans le Cantal et qui parle de comment lui a vécu le Covid, etc. Est-ce que tu as ce sentiment-là, d'où le fait de la recrudescence d'autodiagnostic, ou comment tu vois la chose, comment tu perçois? Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une perte de confiance dans l'expertise. Après, bon, de toute façon, il manque aussi beaucoup de spécialistes aujourd'hui. Alors, les spécialistes sont aussi surmenés, donc ont peut-être moins le temps d'écoute nécessaire pour poser le bon diagnostic. Ils sont hypersensibles. Et les gens, parfois les gens ne prennent plus le temps de se poser pour aller voir le spécialiste. On a l'impression que Google est notre grand docteur qui répond à tout. C'est ça, ouais. Ouais. Comme la téléconsultation aujourd'hui, c'est bon. Alors c'est pratique, c'est facilitant parce qu'il y a une réelle absence de médecin, mais c'est pas le face à face avec le spécialiste, et puis qui va venir s'approcher au plus près de ton vécu et de ta souffrance et de ton ressenti. Et puis Google est gratuit. Oui, c'est vrai. Il faut le préciser aussi, c'est juste. Oui. C'est juste. Claude, tu voulais intervenir? Oui, j'avais deux éléments. Un concernant ta question.
qui me renvoyait à une des conséquences de la postmodernité, hein, l'individualisation de la société. C'est moi, on n'appartient plus à aucun corps, à aucun groupe. Ouais. On ne se définit plus à travers quelques corps possibles, on se définit à travers mon ressenti, ma personne, mon identité, ma recherche, me connaître. Et cette question de sens-là fait qu'aujourd'hui, on se pose plus de questions qu'on ne s'est posées avant. Avant, voilà, on se définissait par une appartenance à. C'est juste. Et aujourd'hui, on trouve, oui, ces réalités-là qui font que chacun veut se... Pour donner du sens, a besoin de trouver une identité à travers quelque chose, finalement, de... C'est juste, hein. Oui, c'est une angoisse existentielle. Hein. Et la deuxième, je renvoie ça un peu à nous, là, à table, en tant qu'enfants de Dieu, de dire que... Alors, c'est très intéressant, parce qu'en même temps, dans une après-midi, on a eu l'émission précédente. Oui, qui va sortir ou qui est déjà sorti. Mais... Voilà, un témoignage très intéressant de Lucas. De Lucas, de dire que quels que soient finalement les traumatismes tu as pu subir, et quels que soient ces troubles associés, il a trouvé, mais moi j'ai trouvé son témoignage exaltant, il a trouvé dans la foi... Laisse-moi remettre dans le contexte, Pardon. parce que je ne sais pas si l'émission est déjà sortie ou pas. Lucas, c'est un témoignage d'un jeune qui vient, un groupe de jeunes, qui a été placé, sa maman qui est décédée, etc. Mais justement, il a trouvé la stabilité en Christ. Qui nous parlait de beaucoup de troubles comme ça, et qui a trouvé réellement aujourd'hui une forme de stabilité, de paix intérieure, d'équilibre, d'identité en Christ. Mais oui. Et c'est ce que la Bible nous dit, il y a une dimension de nouvelle nature, nouvelle identité, c'est-à-dire quelque chose au-delà de nos traumatismes, quelque chose que Dieu nous accorde par son esprit en nous et qui nous aide dans notre cheminement. Mais je pense que pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, je comprends et je vous rejoins dans la réflexion cette quête identitaire, en fait, cette quête de qui je suis. Et finalement, c'est aussi appartenir à un groupe. De dire je suis Asperger, comme d'autres, tu vois, c'est appartenir à une autre forme de groupe et c'est cette quête-là aussi. Hein. C'est vrai. Sophie, le temps, dis donc avec toi, le temps passe vite, tu vois. Merci pour tout ton apport. Moi, je trouve que c'est très enrichissant, très intéressant. Alors peut-être que vous avez besoin de reprendre des notes sur ce qui a été dit. J'espère que personne ne s'est senti. En général, c'est des sujets, tu sais, quand c'est propre à soi, où je me sens comme ça, etc. Si des fois j'ai taquiné, etc. Bien sûr que je ne veux offenser personne, froisser personne. C'est juste peut-être des fois de dire veillons, faisons attention parce que à faire trop d'autodiagnostic, on dévalorise ceux qui vraiment passent par ceux qui réellement sont Asperger ou ont des troubles de l'attention, etc. Veillons à ne pas dévaloriser ceux qui réellement en souffrent. Et si peut-être vous sentez ça, eh bien allez voir un professionnel. J'ai envie de dire, ils sont là aussi pour ça. Donc il y a des tests qui existent aussi, des tests de QI, des tests d'hyperémotivité, etc. Donc de HPE. Mais donc allez un peu plus loin, j'ai envie de dire, ne vous arrêtez pas à Google, parce que Google est assez réducteur quand même. Et si vous êtes pervers narcissique, Jésus peut vous aider. Ah, voilà. J'ai cru que tu allais faire une blague, mais c'est bien. Non, mais non. Claude, non. En considération, vraiment, la souffrance, Jésus peut vous aider. Amen. Sophie, merci beaucoup. Repose-toi bien. Merci. Tu as une longue journée. Merci de nous avoir accordé de ton temps encore. Pas de souci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Sophie. À bientôt. Ciao. Merci encore. Ciao. Bon, les amis. Oui. Eh ben voilà, moi c'était intéressant. N'hésitez pas. Je ressens de la fatigabilité. Je ne sais pas si c'est lié à besoin de calme, de tranquillité. On va prier ensemble. On va éteindre. On va prier. Et Jean-Marie, tu veux bien. T'as déjà prié? Oui, mais ça fait rien. Nathalie, t'as prié sur les tournages? Claude, t'as déjà prié? Oui, je vais prier. Mais oui. Allez, tiens, vas-y. Fais-nous voir tes sujets, s'il te plaît. Porte-les. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton soutien, parce que nous sommes en toi. Et comme l'a dit Claude, Seigneur, au-dessus de quelques diagnostics qu'ils soient, Seigneur, l'essentiel, c'est de te connaître, Amen. Seigneur, et d'avoir son identité en toi. Amen. Et je veux vraiment te louer et te remercier parce que tu nous as tous fait de manière particulière, unique et belle comme nous sommes. Seigneur, c'est toi qui nous as créés dans le physique,
mais également dans le caractère. Et je te prie, Seigneur, que chaque personne qui nous écoute et peut-être qui lutte avec un aspect de son caractère puisse s'accepter comme il est. Seigneur, c'est toi qui l'as créé ainsi. Alors aide-le et donne-lui de la sagesse aussi sur comment le vivre, comment gérer les choses, comment dompter, Seigneur, afin de pouvoir briller là où tu nous places. Amen. Et je te prie peut-être pour tous ceux qui souffrent dans leur quête identitaire et qui se cherchent. Seigneur, aide-les à te rencontrer avant quoi que ce soit d'autre. Merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es présent et merci parce que, oui, nous sommes un corps, nous sommes pas juste nous, l'individu, mais nous sommes une seule et même famille, nous sommes nous tous qui t'aimons, Seigneur. Alors je te loue et je te remercie. Bénis Sophie pour le temps qu'elle a consacré. Renouvelle ses forces et donne-lui beaucoup de sagesse pour tout ce qu'elle doit porter. Nous te le demandons. Merci, Papa. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci à Que Dieu chacun. Merci vous Ben. bénisse. Eh bien de rien. Et rendez-vous, chers amis, vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. À très bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. À bientôt.